Salut Vincent, pour paraphraser Thinker.you, on les salue. Tu peux te présenter succinctement? Alors, je m'appelle Vincent Bidot, je suis né en Normandie, à Rouen, à côté. Enfin, j'habite à côté de Rouen, quoi. À côté, où ça? À Rouen, à Roumar, exactement. Un petit village de 1000 habitants, quoi. Maintenant 1005, mais ça monte. Et... T'es une famille nombreuse, enfin, enfant unique? Non, on est que deux. Deux, d'accord. Une sœur, une grande sœur. Une grande sœur. Et puis j'ai des parents qui travaillent, moi je ne travaille pas. Du coup, je ne peux pas me définir. D'accord, t'as fait des études? Ouais. T'as fait des études de quoi? J'ai fait bac ES, général. Général, un bac ES que j'ai eu. Donc c'était plutôt scientifique? Non, ES c'est économie sociale. Économie sociale, d'accord. Ouais, donc économie, histoire, okay. J'adore l'histoire. Donc d'accord. Pour apprendre l'histoire, il faut soit faire L, soit faire ES, pas S. Et tu voulais faire quoi après? J'en avais aucune idée. D'accord. Aucune idée. Comment dire? J'avais un peu de gueule, du coup, les parents, ils m'ont, on va dire, on parlait du commerce, de tout ça. J'ai fait un stage en comptabilité. Du coup, je suis allé en commerce, sauf qu'au lycée, je voulais déjà aller à l'armée, par contre. Il y a aussi ça. Parce que depuis que je suis en 4e, je vais être militaire. Enfin, je vais être soldat. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi? Rêve de gosse. D'accord. Histoire, je sais pas. Mais qu'est-ce qui dans le service militaire ou dans l'armée? Je voulais juste vivre la guerre. Vivre la guerre, d'accord. Vivre la guerre. Ouais. Donc t'es un guerrier? Non. Bon. Tu voulais t'y confronter, c'est ça? Ouais, carrément. D'accord. Ouais, ça à fond. Et du coup, j'y suis allé parce que après le bac, du coup, encore mineur, donc les parents voulaient pas que j'y aille. Donc j'ai fait OK, petit diplôme en plus, pourquoi pas. Donc je suis allé en BTS de commerce. D'accord. Je l'ai eu. J'ai appris plein de trucs là-bas. J'ai appris comment ça marchait. Je me suis mis à Thinker.you d'ailleurs au début du BTS. Un petit peu fin de lycée, début du BTS. Ça fait longtemps que j'ai commencé ça. Du coup, m'intéresser au monde, voir comment ça marchait à l'intérieur. C'était plutôt formateur, on va dire. Moi, j'avais l'idée naïve que le commerce, t'as quelqu'un qui vient te voir, toi, t'as des trucs à proposer, peu importe ce que c'est, puis tu satisfais la personne selon ses besoins. Et puis, oui, tu as de quoi gagner à bouffer, normalement. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est que tu as des clients, des chiffres qui remplissent d'autres chiffres pour atteindre d'autres chiffres, et puis du coup, tu deviens un voleur. Et ça, ça m'a un peu dégoûté quand même. Ouais, ça t'a écœuré du métier avant de commencer? Écœuré du métier, oui, je l'ai vu en stage, ça. Parce que, encore une fois, la théorie, elle est belle. Souvent, la théorie de BTS, école de commerce, je pense qu'elle est belle par rapport à la réalité, quoi. Tu satisfais pas vraiment des clients, quoi. T'essayes de satisfaire tes chiffres, quoi. Et si tu peux lui mettre à l'envers en lui disant que ça c'est mieux, alors que c'est pas le mieux, mais c'est celui qui a le plus de marge, tu le fais. C'est la différence entre commerce et force de vente. Ouais, ça Le commerçant, lui, il vend des produits à disposition. La force de vente, il te pousse à consommer plus qu'il ne faut, ou surtout ce qu'il ne faut pas, mais qui lui rapporte le plus. C'est ça. Hein. Et après ce brillant BTS, tu as fait quoi alors du coup? Du coup, je suis allé à l'armée. À l'armée, d'accord. J'avais 20 ans. Tu es rentré dans quoi? Les parachutistes. D'accord. Première CP à Pamiers. Et j'ai fait mes classes. J'adorais. Les classes, franchement, je suis parti de chez moi, j'étais déjà content, tu vois. Et puis j'ai bien vécu pendant 6 mois quand même. 6 mois intenses de classe où tout change. Tout le monde s'effondrait. Du coup, témoignage, j'ai rencontré plein de des gars de partout en France et très intéressant quoi. Ça, tu prends du recul, tu vis des choses avec. Les mecs partent, ça fait un peu comme Koh Lanta si tu veux. C'est qu'on commence à 45, puis à la fin des 6 mois, on est 17. Et là, j'en ai bavé quand même. Enfin, j'ai bien vécu, on va dire. C'est-à-dire, je ne dormais pas beaucoup, il y a des périodes où on ne dormait pas, des périodes plus dures que d'autres. Beaucoup d'apprentissage, quoi, sur moi-même. Qu'est-ce que tu as appris? En quoi ça t'a formé cette expérience-là? Sur l'esprit d'équipe déjà, peut-être? L'esprit d'équipe, on ne l'avait pas tant. Non? Non, il y avait vraiment je pense que les cadres au niveau pédagogique, ils n'étaient pas bons, ceux qu'on a eus. Il y en a qui arrivent à faire en sorte qu'il y a de la cohésion dans les classes, c'est là où logiquement tout se forme de toute façon. Ou c'est là aussi où ils essaient de te retourner le cerveau, tu vois. Un petit peu quand même.
C'était pendant les attentats. C'était rigolo à chaque fois qu'il y avait des petites attaques au couteau, des machins, le lieutenant qui te faisait un beau discours. Ça c'était intéressant, mais non, niveau esprit de camaraderie, on ne l'a pas trop eu. C'était vraiment, on en chiait tous ensemble, ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de mecs pour aider celui qui était vraiment dans la merde. Tu as été confronté à des situations dans lesquelles il devait y avoir un esprit de... Ah oui, bah, tout le temps. On l'avait en soi, mais c'était pas magnifique, tu vois, comme on peut... C'était pas 40 mecs Vous n'étiez pas sur la montagne en train de gravir pour le même objectif? Ouais, non, pas du tout. On n'était pas pour le même objectif. Tous les mecs là qui sont rentrés, personne n'avait le même, quoi. Mais ça s'est fait. J'ai fini major de ça. Major de promotion, du coup, des 45, des 17 à la fin. Parce que j'étais pas mauvais, quoi. Et puis j'adorais ça, en fait. Mais c'était physiquement, sportivement, Physiquement, sportivement, dans tout ce que j'ai appris, tirer, courir, vraiment, ouais, se dépasser aussi, quand même. Savoir que juste marcher, au bout d'un moment, ça peut être très dur, mais même quand c'est très dur, il y en a encore derrière. Il y en a toujours derrière, en fait. Il y aura quoi qu'il se passe, en fait. Et ça, c'est bon à apprendre, quoi. Il n'y a pas de limite. Bon, tu as compris aussi la hiérarchie militaire. Ah ouais, par contre, ouais, on l'a bouffé même, clairement, ouais. Bah, moi, je me suis mis mon cerveau en off, je suis un chien. Pendant 6 mois, je suis un chien. Je me suis engagé 5 ans, les 6 mois de classe, c'était un chien, vraiment. Il ne manque rien, on t'apprend, et puis c'est tout, quoi. Bah ça l'a super bien fait, du coup. Moi, j'ai appuyé sur un bouton, et j'ai éteint l'interrupteur, et voilà. Sauf que dès la fin des classes, ça c'est un exemple, une petite anecdote, mais dès la fin, on fait l'apéro, on fait un pot, c'est bien les gars, vous avez terminé, on est fiers de vous, nanana, va falloir continuer à bosser, machin, enfin voilà, pas être des crevures comme ils disent. Puis avec un peu de chance, en 2018, vous partirez en Centrafrique. Puis juste moi je demande, pourquoi sergent on va partir en Centrafrique? C'était, par contre tu fermes ta gueule, t'as pas à savoir pourquoi. C'était limite au cou, il a mis sa main comme ça, il l'a pas fait, mais... Et là, tu comprends, quoi. Je suis toujours un chien. Et lui aussi, putain. Jamais ils réfléchissent, quoi. Donc, ouais, là, ça l'a plus fait, quoi. C'est une hiérarchie de commandement, quoi. C'est une hiérarchie de commandement, et t'as vraiment pas à savoir pourquoi en tant que soldat, ou en tant que sous-officier, et même en tant qu'officier, en fait. Il y a le code, le règlement, on va dire, la table, les 10 commandements du soldat, je crois qu'il y en a 13, mais il y en a un où c'est le soldat n'a pas le droit d'exposer ses opinions, mais religieuses, politiques, etc. Mais c'est limite d'en avoir finalement. C'est religieux, ça va, c'est pas important limite. Mais politique, non, faut pas. Et après ces classes, t'as fait quoi? Du coup, j'ai commencé à bosser. J'ai fait du vigipirate à Marseille. Nul à chier. T'es vigile, quoi. T'as tout l'un, tout l'autre. C'est soit t'as les gens, ils te regardent avec un regard où ils te haient, ou soit des gens qui font ouais, c'est bien ce que vous faites, machin, mais ça non, tu vois. Ça m'a pas plu du tout. Qu'est-ce qui t'a le plus déplu? Dans le Vigipirate? Ouais. C'est d'être tu vois les mecs avec Killian Palace qui font le beau, qui font les beaux, moi je me suis senti comme ça, quoi. Je suis pas la parade, quoi. Enfin, c'est pas pour ça que je m'étais engagé, en tout cas, rien, aucunement. Je suis pas là pour surveiller les gens, je suis un militaire. Enfin, j'étais censé être un soldat, donc les seuls gens que j'avais surveillés, c'est des gens qui veulent me tuer, en fait. Là, non. C'était les gens, quoi. Donc c'était pas mon boulot. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire, ouais. Juste tourner en ville et d'une totale inutilité aussi, quoi. Enfin, est-ce que vous tourniez avec des véhicules ou tournait avec des véhicules et on tournait aussi à pied. Je faisais. Après, je l'ai fait qu'une fois, donc moi, c'était pendant l'été à Marseille, donc beaucoup de véhicules avec la clim. Pendant 6 heures, on était militaires, donc on mate les culs. À Marseille, en plus, on allait sur la plage, on allait au parc Borély, on faisait le piquet à Notre-Dame, Notre-Dame de la Garde, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Notre-Dame de la Garde en plein vent, enfin voilà, tu fais le piquet, quoi. Puis t'attends. Puis quand ta garde de 2 heures elle est finie, tu vas te reposer 2 heures et puis t'en reprends une.
Puis ça, tu fais ça pendant 8 heures dans la journée. Waouh. Ça faisait pas sens pour toi, enfin... Ah bah ça n'a aucun, non. C'est ça. Aucun. Et du coup, après Vigipirate? Après Vigipirate, j'ai commencé à faire transmetteur, donc apprendre le morse, donc ça plutôt intéressant, mais là je commençais vraiment à me faire chier, quoi. Même ça, ce qu'il m'apprenait, ça m'allait plus, quoi. Enfin, j'ai continué les classes, pendant les classes j'avais failli arrêter en me disant non, ça va pas me plaire pendant 5 ans, mais j'étais dit finalement, bah là tu vois 6 mois ça passe super vite, bah 5 ans ça va passer vite. Sauf que les 6 mois d'après ils n'ont pas passé vite du tout, et ouais, je me suis fait chier, quoi. J'avais pas d'amis, on va dire, pas d'amis dans l'armée. Du coup tous les week-ends je filais directement à Toulouse qui était à 1h30 de route, et ah bah je me reposais pas, hein. Ah bah non, j'étais fatigué de la semaine parce que c'était quand même fatigant, même si on s'emmerdait quand même beaucoup. Enfin, je m'emmerdais beaucoup, c'était fatigant, tu vois. 6h, 17h, quoi. Le week-end, t'as envie de dormir, mais moi, je dormais pas. Donc, au bout d'un moment, bah, j'ai craqué. Enfin, je me suis fait agresser aussi à Toulouse dans le civil, et j'ai craqué, quoi. Je fais, putain, je vais crever si je reste là-dedans, je fais n'importe quoi. Et ça n'a plus aucun sens, quoi. Qui as-tu? Et je me casse. Je me casse. Ça, normalement, tu quittes pas l'armée en te cassant juste comme ça, mais... Ça s'appelle une désertion habituellement, non? Ça, non, j'ai été réformé. Réformé. Pas P4, réformé pour trouble de l'adaptation, du coup. D'accord, t'es un associable. Un peu. Pour l'armée. C'est insociable de l'armée, exactement. Ça. Exactement, c'est ce que le psychiatre, il a pas mis longtemps, 15 minutes, mais c'est ce qu'il a dit à peu près. Trouble de l'adaptation. Du coup, est-ce que tu rêvais, gosse, en tant que soldat de plomb, ça t'a changé ta vision des choses ou pas? Est-ce que ce que tu cherchais quand tu étais enfant, non, non, je l'ai pas tu vécu. l'as pas trouvé du coup? Je l'ai pas trouvé du tout, je l'ai pas vécu, puis je l'aurais pas vécu en fait. Parce que même à l'étranger, après j'ai appris, parce que je suis entré à l'armée en sachant qu'en France, voilà, en Afghanistan on y était pour rien, en Irak on n'y était pas pour des bonnes choses non plus, en Centrafrique, j'ai regardé un peu de mon côté, je sais pourquoi on y va, je savais déjà pourquoi on y va. On n'y va pas pour moi pour des bonnes raisons, voilà. On va pas s'étaler plus, c'est pas moi de parler de ça. Donc tu cherchais une guerre propre, ou une guerre utile? Ouais. C'est ça? Ouais, on peut dire ça. Ouais, se battre pour quelque chose. Tu cherchais un idéal? Ouais, peut-être. Et à travers la guerre, c'était un idéal comme les autres? Ouais, l'histoire, j'ai lu la biographie du Tché, moi voilà, tu vois. Les histoires de la commune, rien que parler de la Seconde Guerre mondiale, de la Première. Imaginez ça, parce que ces hommes, ils ont vécu, ce qui se sortent de là, même s'ils font les trucs les plus horribles. Hein. C'est les choses les plus horribles, mais ça change les gens. Et je sais pas, moi, il y en a tellement qui l'ont vécu, comment la question, elle est juste, comment moi je saurais vivre ça, peut-être? C'est comme sauter en parachute. Est-ce que tu arrives à sauter la porte ou est-ce que tu n'arrives pas? C'est pas si simple qu'on ne le croit. Voilà. Et du coup, ouais. Moi, je pense que, ouais, dans les batailles, dans l'acte vraiment de la guerre, peu importe l'époque, c'est un moment où on vit vachement. Et ça me met encore des frissons aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu avais plus envie d'être un soldat ou plutôt un résistant, finalement? Plutôt si on parle de la Seconde Guerre mondiale, un résistant. Ouais. Ouais, j'aurais pas aimé être un soldat, on va dire. Même si je pense que ça aurait pu ne pas me déranger. Si juste... suffisamment bête, hein, et tu crois, t'y vas, quoi. Avoir des ordres, non, ça me dérange pas tant que ça. On sait qu'un soldat, c'est un mec qui va à la boucherie. Pour de mauvaises raisons la plupart du temps. Pour la plupart du temps, ouais. Hein? Un résistant, c'est quelqu'un qui croit en des valeurs et qui les défend, y compris avec les armes. Mais un soldat, c'est aussi je sais pas moi, un soldat, ça dépend, soldat, tu vois. Le Chiapas, les mecs au Chiapas, c'est des soldats aussi, c'est des résistants, mais non, c'est pas des soldats vu qu'ils sont pas d'État, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est les mots. Ouais. C'était peut-être là, t'es peut-être trompé de cours d'école, comme j'allais dire, mais... Peut-être, ouais. Mais c'était ton choix. Ouais.
Donc du coup, qu'est-ce qui faisait sens au début qui faisait plus sens à la fin pour toi? Dans l'armée? Ouais. Au début, ça faisait de sens juste parce qu'on m'apprenait. On m'apprenait le métier, quoi. Donc j'apprenais des choses, je m'organisais énormément d'informations, ça faisait sens. Je suis là pour ça. Aussi pour me faire traiter de merde, pour en chier. Et là, ça faisait sens. J'étais là pour ça. T'as appris à faire le chien, tu sais comment Voilà. on fait les chiens. Voilà. Tu sais être obéissant quand il le faut. Être obéissant quand il le faut, mais surtout réussir à marcher et aller du point A au point B, quoi. C'est ça. Parce que voilà, c'est bien beau d'obéir, mais si tu obéis mais que t'es pas capable de faire tes lacets, bah, ça sert à rien d'obéir. Voilà. Mais ouais. Et du coup, Ça faisait beaucoup de sens pour moi les classes. Mais ça. Après, ça n'avait plus, ça. quoi. Après, la vie de soldat, c'est moins glorieux. Ouais, super chiant. T'attends, tu t'ennuies, tu t'entraînes plus, tu cours plus, en fait, tu vis plus rien, quoi. Plus de saut en parachute, tu vois. Pas rien que ça. Un saut en parachute, quand même, c'est génial. Dans la condition de l'armée, c'est comme ça, mais c'est quand même génial, tu vois. T'en fais 6 en une semaine, et puis après, t'en refais qu'un en 6 mois, quoi. J'ai retiré que 45 cartouches en 6 mois aussi, tu vois. L'armée, les moyens. Mais apparemment, Macron, il a remis des sous, donc ça devrait aller mieux. Pour eux, en tout cas. Donc il te fallait de l'action, Ouais. il te fallait du sens, Ouais. et il te fallait, on va dire, une petite résistance, en tout cas, l'idée que tu défendais des valeurs qui pour toi étaient importantes. Ouais. C'est quoi tes valeurs aujourd'hui? Si tu pouvais les résumer. Je sais même pas ce qu'il veut dire vraiment ce mot valeur. Ouais. Parce que tu défendrais bec et ongle. Bec et ongle. Ou alors qu'est-ce qui peut te foutre en colère ou t'énerver en termes de... En colère, m'énerver, c'est de voir que les gens ils ont faim, par exemple. Voilà. Il faut 1 milliard si on prend des chiffres à peu près, on est 1 milliard d'euros pour à peu près résoudre la faim dans le monde. 1 milliard, c'est pas beaucoup, tu vois. Il y en a qui se gavent et il y en a qui crèvent la dalle. Ça c'est si on veut dire, ouais, ça j'aime pas. Ça me met en colère. D'accord. Beaucoup, très. Bon, ça c'est l'histoire aussi qui m'a montré ça. Parce que du coup je suis passionné d'histoire aussi. Et ça je l'ai appris quand même grâce à ça. Après les autres valeurs, du coup l'entraide, le fait qu'il n'y ait pas plus personne qui crève de faim. Que les gens ils rigolent, quoi. Les gens ils vivent un peu. Ouais. Enfin, je suis vague, mais je sais pas trop. Et ce monde économique, alors économique, du coup, toi qui as fait l'économie... Il a défoncé, quoi. Ça détruit tout. Ça pille tout, comme on disait tout à l'heure. Du coup, tu as fait quoi après l'armée? Après l'armée, j'ai fait 6 mois d'arrêt maladie, du coup, pour quitter l'armée. J'ai fumé beaucoup de joints. Beaucoup, j'ai bu pas mal. Enfin, du coup, j'avais que ça, je sortais le soir et puis j'étais le chômeur, quoi. Enfin, celui qui bossait pas, celui qui allait pas à l'école, juste en arrêt maladie, donc les copains, dès qu'on avait juste à sortir, j'étais là, quoi. Pendant 6 mois. Et après, je suis parti. Après, je suis parti en voiture, juste en France. Et puis j'ai bougé, et puis j'ai toujours pas arrêté en soi. D'accord. Voilà. Puis je suis arrivé au Chamval. Et puis là, je dis passe 8 mois en service civique. Et puis voilà. Donc tu étais service civique auprès d'Immanence, une association qui s'occupe notamment du Chamval et d'un lien avec la nature et aussi d'un esprit de coopération et sur la base du travail utile et du troc. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai oublié des trucs. Ouais, je sais pas, non. Après, Thinkerview fait la pub d'Immanence. C'est ça. Et de Floribunda, parce que tu as été payé par Floribunda en vérité. Ouais, c'est ça, Floribunda. Puis du coup, Donc cette expérience, t'en retires quoi, toi, Vincent, de quoi? De ce service civique? Pour le moment, attends, je viens de commencer. D'accord. Je me suis déjà mis une hache dans le pied. Bon. Du coup, l'expérience, j'en tire qu'il faut que j'apprenne à utiliser bien des outils. C'est bien déjà. Maîtriser mon corps, c'est bien. Et non, non, moi je suis bien content de faire ça parce
Parce que bah, là, ça a du sens, quoi, toutes mes actions. Il y a de l'action, il y a du sens. Il y a de l'action, il y a du sens et de la résistance, si on veut, un combat, quoi. Parce que là, bah, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Il y a des pas maritimes pour se défouler. Il y a un jardin à faire. Il y a plein de choses à apprendre, quoi. Ça vaut le coup. Puis ouais, ça a du sens. Donc là, tu te sens utile aujourd'hui? Ouais, un peu plus, ouais. Bien plus même. Un peu plus ou bien plus. Bien oui, plus. Un peu plus. Qu'est-ce qui te manquerait pour dire bien plus? Peut-être moins feignant. Ça pourrait être un problème avec moi. Faire ce que je dis, quoi. Ce serait bien. T'es du genre à procrastiner? Ouais. Pas mal. Mais t'en as conscience? Ah oui. C'est déjà bien. Bah oui. Et tu te culpabilises tout seul ou c'est... Je me culpabilise pas vraiment, je le sais, je le vis bien. C'est ça, tu l'assumes. Bah ouais, mais au bout d'un moment, le temps il passe vite quand même. Il passe un peu vite. Bah, ça dépend de ce qu'on a, enfin ce sur quoi on procrastine en vérité. C'est ça, il passe vite même quand je procrastine, mais du coup après quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de recul, on fait putain, j'aurais peut-être dû faire ce que j'ai dit de faire depuis déjà 3 mois, quoi. Puis au bout d'un moment, on le fait ou pas, ou on l'oublie. Du coup on n'y pense plus, on ne culpabilise plus. Mais ouais, je suis un peu trop feignant. Tu passes à une autre culpabilité du coup. C'est ça. Ça fait des bons. Des cercles. Là, tu rencontres des jeunes qui ont des horizons, qui viennent d'horizons différents. Ah oui aussi. Ouais. Nombreux d'ailleurs, avec depuis 3 ans, ça. Avec des parcours qui sont. Je rencontre des gens. Ouais. C'est partout, ça, dans toute la France. Depuis que j'ai commencé à bouger tout seul dans la voiture, bah, soit festival, déjà rien qu'à Toulouse, en vrai, je sortais, j'avais pas de potes à l'armée, donc je sortais tout seul. Et bah là, je rencontre les gens. Quand je suis tout seul, que j'ai besoin d'aller voir des gens, j'en rencontre, mais tellement, et c'est tellement bien. Et là, tu as trouvé une vraie, enfin, j'allais dire là, une vraie famille. Ici, c'est une famille. Des amis, quoi, en tout des cas. Frères. Des frères. Des frères et des sœurs. Ouais. Et... Ça aussi, ça te manquait, non? Ouais. Bah, j'en ai aussi des frères en Normandie. Oui, évidemment. Mais ils ont leur vie et on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, quoi. Bon, tu as trouvé une fraternité. Ouais. Puis ça fait du bien de rencontrer des gens qui disent ouais, mais justement, c'est possible de ne pas vivre, de ne pas bosser, de ne pas gagner, tes 1002, tes 1004 et te faire chier en fait. Pas bosser, te faire chier et faire ce que tu as envie. Même si il y a un parachutiste au-dessus là. Ouais. Et il faut qu'il ouvre vite. Hein. Mais ouais, non, ouais, des gens qui disent juste que bah, du coup, autrement, c'est possible. Parce qu'ils le vivent. Autrement. On n'est pas des marginaux, on n'est pas des ermites. Vous vivez en marge, mais c'est pas pour ça marge, que... mais on est dans le village. C'est ça. On est vachement dans le monde. C'est ça. On est carrément dans le monde. En étant, en même temps, pas totalement dans le monde. C'est ça. C'est une petite oasis, quoi. C'est ça. Une petite oasis dans le désert. C'est un petit havre de bonheur quand même, ce que vous vivez là entre vous. Bah oui. On rigole assez tous les jours. C'est ça. Toi, tu aimes le chant, Vincent? Ouais. Tu peux m'en parler un peu? Ouais, bah carrément, ouais. Moi, je dis que je chante parce que ça m'a sauvé la vie. Alors, après l'armée, j'étais pas bien quand même. J'étais pas bien après. Et ouais, j'ai chanté. Puis j'ai lâché. Enfin, ça me faisait juste avoir un peu de frisson, un peu de machin. Parce que l'écouter, j'ai jamais chanté une chanson qui me faisait rien, quoi. Je chante que des trucs qui me font des choses, mais les chanter, ça marche quand même vachement mieux. Qui est-ce qui t'a inspiré? Brel. Brel. Enfin, les filles d'abord. Ouais. C'est la musique, ça vient plus d'elles, quand même. Parce que j'écoutais pas trop de musique, moi. Mes parents, ils écoutent pas de musique. Brassens, j'ai appris qu'il c'était à 20 ans. Brel aussi. Piaf, je savais à peu près, mais très légèrement. Ça, je chantais pas quand j'étais gamin, quoi. Mais après l'armée, j'aimais chanter au pas. J'adorais ça. C'était comprendre que le cœur, il pouvait être puissant et que ce que le son pouvait faire, juste avoir des frissons, c'était génial, tu vois.
Mais ouais, après l'armée, ouais, je chantais Brel, je chantais surtout Brel beaucoup. Ça me faisait beaucoup de bien, quoi. Puis je suis arrivé au Chamval et on a fait un stage troc. Puis le stage troc, c'était juste avant Succulence et Truculence. Je connaissais pas, tu vois, j'étais jamais venu ici. Je connaissais personne et puis juste on me dit bon bah là l'objectif de la semaine et du stage c'est de faire un truc tous ensemble à la fin, une scène ouverte sur le marché. Bah ok, j'ai dit ok, bah moi j'aime bien chanter. Bon bah j'avais jamais eu envie de chanter devant des gens, ça m'était même pas traversé l'esprit quoi. Écoute, chanter et que les gens écoutent, ouais ok, mais chanter devant des gens non. Et finalement bah c'était super cool quoi, ça m'a bien plu. Et les retours étaient bien donc j'ai continué à faire les stages troc ici. Et puis l'idée est venue quand même de chanter dans la rue assez rapidement. Et quand je l'ai fait la première fois, j'ai compris juste que putain, je suis assez libre en fait et j'ai plus envie de travailler du coup. Parce que c'est un boulot. Enfin c'est pas ce mot-là, tu vois. Enfin c'est pas ce mot-là qu'il faut utiliser. Mais Si. j'arrive quand j'ai compris que je pouvais juste avoir suffisamment par jour en me sortant les doigts du cul et réussir à bouffer avec, putain j'étais vachement content quoi. Je me suis jamais senti aussi. Donc ouais, maintenant j'aimerais bien chanter dans la rue et continuer à faire ça, sauf que j'ai fait ça de septembre 2019 à février à peu près. Puis l'hiver c'était quand même compliqué. Et après il y a eu cette année quoi. Ça fait pause. Tu continues à chanter pour toi Ouais, il y a des périodes où j'ai un peu de mal, mais ça c'est des problèmes avec moi. Ouais. Faut pas se forcer quoi. Je chante quand j'en ai envie. Il y a des moments où je chante moins quand même. Je roule moins des gens en voiture. J'aime beaucoup chanter en bagnole. C'est aussi ça qui fait que je chante beaucoup, c'est la bagnole. Mais ouais. Du coup, tu as beaucoup voyagé en France? Ouais, qu'en France. Je suis allé un peu à l'étranger, enfin juste en Allemagne, en Italie, et en Hollande, Amsterdam. Mais très rapidement quoi. Mais en France. Oui, j'ai oublié que j'avais un verre. C'est pas grave. Mais ouais, du coup, qu'en France, j'ai visité quasiment tout ce que je voulais voir. Non, pas tout, parce qu'il y a plein de trucs que je sais pas encore. Enfin bref. Mais j'ai vraiment visité beaucoup de choses basées sur l'histoire, quoi. Donc beaucoup de Alésia, des châteaux, les forteresses, les champs de bataille, Verdun. J'adore les cimetières militaires, je m'y sens vachement bien, tu vois. J'y vais tout le temps, souvent, beaucoup. C'est Normand, ça. Ouais, pourtant, il n'y en a pas en Haute-Normandie. Il y a un Caen. Caen, c'est pas loin. Il faut que j'aille à Caen, tu vois. Mais non, ouais, les cimetières militaires, j'aime bien. Il faut aller à Verdun, c'est super là-bas. C'est puissant. Ouais. Puis enfin voilà, j'ai visité plein Gorge du Verdon. Enfin, tous les endroits que je voulais aller. Fait un tour du monde en France. En termes de kilomètres, plus d'un tour du monde, on va dire. Et puis ouais, tout seul, en liberté. Je savais pas où j'allais le lendemain, j'avais jamais de plan. J'avais une destination, un endroit, par exemple Alésia, en Bourgogne, sur la route. C'est quoi, comment tu choisis ta destination? Souvent, juste, par exemple, juste la première fois où je suis parti, je voulais aller, je voulais faire toute la vallée de la Marne, du coup Première Guerre mondiale. Je connaissais pas du tout en plus l'Est, Reims, tout ça, je connaissais pas. Donc déjà, ouais, choisir une destination, c'est un endroit que je ne connais pas. Donc voilà l'Est, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, je sais que historiquement il s'est passé ci, ça, donc voilà. On va aller fouiner, puis finalement, sur la route, là il y a un machin qui a l'air pas mal. J'y vais. Panneaux, les panneaux. Ils t'indiquent quand même pas mal de trucs historiques en France, quoi. Je suis les panneaux et puis paf, elle est là, arrive à Compiègne, tiens putain c'est vrai il y a le wagon, là, pas savoir, juste pas y avoir y penser, mais finalement y aller, et puis balader dans la forêt de Compiègne, voyager comme ça quoi, comme au gré de l'intuition quoi. À l'intuition carrément. Voilà. Quand j'ai regardé sur une carte par exemple que la source de la Seine elle était pas loin, j'y suis allé, tu vois. Et ça s'est choisi du jour au lendemain. J'ai fait que ça. Quand j'avais envie de voir du monde, j'allais juste dans un bar le soir. Je choisissais le week-end souvent. Petite ville, un petit machin, et puis je vivais bien aussi mon week-end et ma soirée, quoi.
Puis je dormais dans la voiture. Ou je me faisais inviter, ça dépend. Ça dépend des gens que tu rencontres. Mais ouais, du coup, intuition, et puis voilà. Tu te sens libre? Bah ouais, c'est important. C'est important. Ta famille, tes parents, ils en pensent quoi? Je sais que c'est toujours le point noir, mais... La mère à l'écoute, peut comprendre, mais le père, non. Non, il bat totalement, il déprime grave, c'est pas bon, quoi. Je peux rien, quoi. J'essaie de lui expliquer, de parler. Toi, t'es heureux aujourd'hui? À peu près. Ouais, je me sens plutôt bien. Enfin, mieux qu'à l'armée ou si tu étais commercial dans une, en train de vendre des baraques de riches à des gens riches. Ouais, bien sûr. Ça ferait pas sens pour toi, ça. Bien plus heureux. Ouais. Bien plus heureux que la majorité de mes amis que je vois, ils me font pas mal de peine, tu vois. Là, ceux qui commencent à se caser. Quand je disais heureux, je voulais dire libre. Après heureux, oui, bah juste, moi j'y pense souvent. C'est le bonheur ultime. Oui, non, le nirvana, on n'en est pas là, tu vois. Mais non, je rigole tous les jours. C'est déjà bien. Puis tu fais de belles rencontres. Ah bah, tout le temps, tout le temps. Bah ouais. Dans le chant, t'es encore un petit peu en tension parfois. C'est quoi qui... En tension, ouais. C'est que t'as pas confiance en toi. Dans le chant, ouais. Devant les gens, ouais. Ouais, c'est difficile. Ouais, le regard... Comment t'as abordé justement entre le fait de chanter et le fait de chanter dans la rue, le regard des autres par rapport à ton regard de soldat, quand tu vois, quand il y avait effectivement ce regard-là qui n'est pas le même du coup? Ah bah non, qui n'est pas du tout le même. Qui est pourtant les mêmes gens qui passent dans les mêmes rues. Il y a des fois des regards qui sont un peu similaires finalement. Hein. Ah ouais, tu chantes un truc que le mec il aime pas, ouais, tu la vois la colère, tu la vois, tu sais qu'il aime pas. En plus au début je chantais avec mon béret rouge posé par terre. Ouais, c'était un petit fuck et puis c'est quand même, c'est mon béret, je suis un mec qui aime bien les cymbales. Et du coup bah, c'est quand même un chat. Ce putain de truc il est resté sur ma tête ou dans ma poche pendant 6 mois où j'en ai plus chié dans ma vie et du coup... Bah, chanter dans la rue la première fois, c'était à peu près comme sauter de la porte d'un avion. C'est une des plus grandes expériences de ma vie, tu vois. Les plus fortes. Puis au début, ouais, ça m'a aidé, quoi. Bah, quand t'as un militaire qui passe, qui voit le béret rouge par terre, il aime pas. Mais ça, moi, j'aime bien. Enfin, les gens qui me regardent mal, j'en ai rien à foutre. Et les gens qui kiffent, ouais. C'est souvent quand les gens ont de l'attention et que je sais qu'ils m'emportent, que là, ça fait stresser. Tu vois. Parce que je suis plus dans ma bulle, quoi. Ouais, t'as tendance à rester dans ta bulle, toi, ouais, Vincent. Bah, au début j'étais carrément dans ma bulle quand je chantais dans la rue. Hein. J'étais assis, comme ça, je me passais une jambe parce que j'avais peur. et puis j'essayais de pas oublier les paroles, et puis voilà, quoi. Maintenant, c'est un peu moins ça, mais je suis toujours pas ultra détendu, quoi. Mais bon, c'est les gens, quoi. Ah, c'est à force d'expérience aussi, peut-être. C'est ça. Mais je trouve que ça va de mieux en mieux, en soi. Puis j'apprends pas mal. Tu as peur du jugement des autres? Le regard des autres te touche, te blesse ou pas? Ça me ferait... Bah, c'est rien que pour chanter, ça me ferait chier de chanter si juste c'est de la merde. Sinon, ça sert à rien de chanter devant des gens, quoi. Ouais. C'est de l'exigence avec moi aussi, tu vois. Si je sais que je fais de la merde, je vais pas avoir envie de chanter, quoi. Ah, mais le regard des autres aussi, vis-à-vis de toi, est-ce qu'il il est introspectif pour toi ou tu restes dans ta bulle pour t'en protéger? Je pense pas souvent. Je trouve ça dangereux. Trop de boulot? Ouais, enfin... J'aime pas trop, je me suis fait beaucoup des films et c'est souvent des conneries, donc j'essaie d'éviter un peu. Ouais. Parce que y faire trop attention ou juste à y penser, t'y fais gaffe et t'imagines des choses. Et non, ça va pas. Ça m'aide pas Je suis pas devin, quoi. Puis je suis pas bon mentaliste ou analyste pour avoir des bonnes réponses, donc j'arrête un peu. Je crois. Enfin ouais, je sais pas si c'est clair. Mais... Si. Mais ouais, le regard des autres, ouais, je pense qu'il est quand même un peu important. Ça, je veux pas l'avouer parce que mon père et mes parents sont très comme ça. C'est les Normands, ça. Peut-être pas que les Normands,
Mais non, ouais, ma famille, elle est très, très regard des autres, justement. Il faut que ton jardin il soit propre, il faut que ta maison elle soit propre. Si tu invites des gens, ouais, enfin, c'est quand il y a des gens, tu changes totalement, en fait. C'est assez intéressant. Beaucoup des personnes de ma famille sont comme ça. Et moi, je veux croire que je ne le suis pas tant. Pas comme eux, en tout cas. Mais si, il a quand même de l'importance. Si y a quelqu'un que j'aime bien et qui m'aime pas, ça me fait chier, tu vois. Ça fait... Du coup, c'est prendre en compte le regard des autres, quand même. Voilà. Ouais, je te sens pas comme quelqu'un qui est blindé, quoi, qui se fout du regard des autres et qui va droit devant. Tu as quand même une sensibilité, Vincent. Oui, mais après, ouais, le regard des autres, on peut s'en foutre et être sensible. Bah, tu peux prendre de la distance. Ouais. Je sais pas. C'est bien de pouvoir prendre de la distance, bien au contraire. Bah, ouais. J'en sais rien. Bah, cette interview, elle a été aussi faite pour ça. Elle est faite aussi pour ouvrir le regard des gens qui peuvent parfois être jugeants, en se disant, bah, comme tu disais, c'est-à-dire tu as un béret par terre, c'est un trou du cul qui a jamais fait l'armée, qui sait même pas ce que c'est, et puis et qui marche et qui crache sur le béret rouge, alors que toi non, pas du tout. Voilà, en vérité, toi tu, hein, il y a toute une histoire derrière. Ouais. T'en penses quoi des temps qu'on vit là, toi en tant que jeune, le rapport à la nature aujourd'hui, tous les jours, tu es dans la nature. J'imagine qu'elle te parle, qu'elle t'envoie des messages. Toi, est-ce que tu vois le monde microscopique au quotidien et tu t'en satisfais? Le monde microscopique. Ou parfois, bah, ton monde, celui qui t'entoure. Oui. Et puis tout ce qui est un peu enjeux internationaux ou la fin dans le monde, oui, tu as l'air touché, mais est-ce que finalement, oui, on y pense, mais peut-être que est-ce que ce sont des actions concrètes, directes, qui sont plus utiles, dans lesquelles tu te sens plus utile, que finalement d'aller gueuler sur un panneau en disant halte à la fin dans le monde? Oui, ça, je trouve ça inutile de gueuler. Enfin, non, c'est pas ça. Je sais pas trop, j'ai pas tout compris, mais. Non, j'ai pas compris, je sais pas quoi dire. T'as pas compris ce que je voulais dire? Non, j'ai pas. Est-ce que tu préfères être dans les réseaux sociaux en train de brailler en disant faire de la protestation canapé voilà, ou alors tu préfères être dans les bois en train de couper des arbres qui sont des coupe-feux pour la nature et qui font du bien à la nature? La deuxième solution. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je ne veux pas te pousser à la réponse. Hein, non, mais j'avais pas. Non, elle était plus pour l'action directe que pour la revendication puérile. Bah ouais, c'est la revendication elle est importante aussi, mais. Oui, non, mais il faut avoir des valeurs. Voilà. Ouais. Bah, et les défendre, y compris dans des actes résistants, on est d'accord. Ouais. Mais tu as participé, toi, à l'élaboration des jardins plus ou moins indirectement? C'était pendant le confinement, mais j'y suis allé un petit peu, ouais. Le rapport à la nature ici, de voir 40 salamandres, tu les as vus, toi, les salamandres? J'en vois régulièrement, ouais. Et c'est quoi ton rapport c'est de l'émerveillement? C'est quoi? Qu'est-ce que tu... Il y a de l'émerveillement, il y a beaucoup d'émerveillement, mais il y a aussi... Putain, elles sont en danger, hein. Elles sont là, mais putain, elles devraient être un peu partout quand même. Et, bah putain, elles sont que là, quoi. On n'en voit pas partout des salamandres. Et pourtant, normalement, on en a partout. Non, la nature, elle est en train de crever. Ici, on essaye de faire quelque chose, on a de la chance. Enfin, c'est l'Ardèche, quoi. L'Ardèche, le centre, la Loire, la Creuse, se préserver. Et tout est détruit, quoi, maintenant. Donc, en tout cas, tout est fragile. Tout est fragile. Puis tout se transforme, mais pas dans la croissance, quoi. Faut que ça change. Tout ce que je fais ici, quoi. Par exemple, faire des coupe-feux et juste couper du pain maritime à la hache comme un gros bœuf. Peut-être que c'est juste il y en a plein qui pourraient se dire c'est un truc de gros bœuf, mais bah, le pain maritime, si tu ne l'enlèves pas, bah, il n'y a plus de chêne, il n'y a plus de châtaignier, il n'y a plus d'arbousier, il n'y a pas de pommier, il n'y a pas de... Ça, c'est un combat aussi, quoi. Enfin...
C'est une forme de résistance. Bah ouais. Tu ferais quoi toi avec 1000 milliards? Franchement, bon, la fin d'un monde déjà, tu donnes 1 milliard. Tu ne saurais même pas quoi faire pour les dépenser, quoi. Non, 1000 milliards, bah, je ferai d'autres entreprises, puis je viserai les 2000. 2000 milliards. Ou alors tout à la roulette sur le noir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu t'appelles pas James Bond, toi? Non, mais non, mais... non, mais avoir du pognon, ouais, je pense que je ferais pas mal de choses, en vrai. Créer des choses, c'est plus simple. Ça aide un peu, quand même. Acheter une forêt pour plus qu'il y ait de chasse à court dedans, tu vois, par exemple, ça peut être drôle. Acheter tous les bois de France, tous les bois, tu les rachètes tous, et puis t'interdis la chasse à court. Voilà. Pas les chasseurs, parce qu'il y a trop de sangliers. Ils peuvent être utiles, les chasseurs. Ah bah ouais. Ils ont leur rôle. Bah ouais. Ce serait bien qu'ils s'intéressent aussi à chasser les tortues de Floride, tu vois, qui sont dans les ruisseaux, parce que... Ce serait bien qu'ils chassent pas que des gros trucs, tu vois. Enfin bref, pas l'emploi des chasseurs. T'auras un conseil pour une nouvelle génération? Pour paraphraser... Ah non mais oui, bah j'ai. Thinkerview. Regardez Thinkerview. Non ouais, vraiment. Moi je conseille aux gens de le regarder ça. Parce que moi ça m'a fait ma culture géopolitique. Hein. Ça m'a appris tellement de choses. De la finance, j'aurais pas cette compréhension-là si j'aurais pas regardé ces types qui se sont dit, bah voilà, on va écouter des spécialistes sur des sujets en question. C'est super intéressant. Merci Vincent. Avec plaisir. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent d'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne ou de diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.